C'est l'heure de l'information, journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci de nous rejoindre en ce début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour une édition spéciale largement consacrée aux élections en Israël. Vous pouvez également nous suivre en direct et en vidéo sur Facebook et YouTube. Au sommaire de cette édition, la mobilisation en hausse en Israël. Les électeurs israéliens votent en masse depuis ce matin. On vous donnera les dernières tendances juste après les titres. Une participation en hausse malgré le coronavirus. Nous verrons quels dispositifs les autorités ont mis en place pour que le scrutin se passe dans un contexte hautement anxiogène. Et malgré ce contexte hautement anxiogène, le journaliste israélien Emmanuel Alperin nous expliquera également pourquoi le bloc de droite pourrait, à la surprise générale, arriver ce soir en tête. Et en deuxième partie du journal, notre invité sera le président du CRIF, Francis Khalifa, le CRIF, qui annule son dîner prévu demain soir en présence d'Emmanuel Macron. Radio J. Les Israéliens ont donc retrouvé ce matin le chemin des urnes pour la troisième fois en 11 mois. Près de 6,5 millions d'électeurs sont appelés à voter aujourd'hui pour sortir Israël d'une crise politique grave et inédite. 10 631 bureaux de vote sont ouverts pour la plupart depuis 7 heures du matin heure locale et le resteront jusqu'à 22 heures. On annonçait les Israéliens lassés par ce troisième scrutin en moins d'un an. Ils sont pourtant particulièrement concernés depuis l'ouverture du vote. Le taux de participation s'établissait à 27,6% à midi, soit 0,8 points de plus qu'en septembre dernier. C'est même un taux record depuis les élections de 1999 qui voyait s'opposer le Premier ministre sortant d'alors, un certain Benyamin Netanyahou, et le chef du Parti travailliste, Ehud Barak, finalement largement vainqueur. Qui le sera ce soir? Il est évidemment encore trop tôt pour le dire, mais on peut d'ores et déjà établir les tendances. On vous donnera dans quelques minutes le taux de participation à 14h. Il devrait tomber dans les prochaines minutes. Pour rappel, le taux de participation lors des derniers scrutins était de 68,46% en avril et de 69,83% en septembre. Et c'est une donnée qu'il faudra suivre de très près car c'est une condition essentielle pour une éventuelle victoire de Benyamin Netanyahou. Le chef du gouvernement n'a cessé d'appeler au vote ces dernières semaines les 200 à 300 000 sympathisants du Likoud qui avaient boudé les deux derniers scrutins. Il faudra également scruter avec attention la participation dans les villages arabes israéliens, déterminante pour les adversaires du Premier ministre sortant, Benny Gantz en tête. Quels sont les autres enjeux du scrutin? Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Qu'écrivent ce matin les éditorialistes, les nombreux éditorialistes dans la presse israélienne. Et nous allons commencer par le Yediot Ahronoth et par Nahum Barnea qui se penche sur la campagne de Benyamin Netanyahou. Il a mis le feu aux poudres, affirme Barnea, en faisant, contrairement à son habitude, une sorte de compliment au Premier ministre. La campagne de Netanyahou a été impressionnante, surtout si on la compare aux très pâles prestations microphoniques de Benny Gantz. Les électeurs apprécient un candidat qui parle de ses tripes, sincèrement, même si cette sincérité est factice, écrit Barnea. Hanor Dom, toujours dans le Yediot Ahronoth, est persuadé que ces troisièmes élections ne seront pas un point final et que nous allons nous retrouver vers un quatrième round dans quelques mois. Sima Kadmon va dans le sens de son collègue et explique que pour éviter un procès, pour rester dans sa résidence de la rue Balfour, Benyamin Netanyahou sera prêt à paralyser à nouveau le pays pendant plusieurs mois et à le traîner vers de quatrièmes élections. Limor Livnat, l'ancienne ministre de Benyamin Netanyahou, estime qu'il faut tout faire pour qu'il y ait ce soir une décision claire et tranchée. Mais avant tout, elle déplore les flots de haine, les clivages accentués qui se sont révélés durant la campagne qui se termine. Comment le peuple du livre a-t-il pu se retrouver dans une telle situation, écrit-il? Il n'est pas étonnant qu'une partie du public est en aversion, l'ensemble de la classe politique. Le plan de haine, c'est le titre de l'éditorial du chanteur Aviv Geffen qui a été convoyé ce matin par le Yediot à donner son avis. Bibi s'est aligné sur la manière dont Netflix séduit les spectateurs de ses séries à succès. Il sait très bien comment les mobiliser, tandis que son char de haine se dirige vers la victoire. Fin de citation. Quant à Oded Revivi, le président du conseil d'Ephrat en Judée, il écrit que Benyamin Netanyahou a été un partenaire à part entière dans le développement des implantations et rappelle que nous ne sommes qu'à quelques encolures de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les localités juives de Judée et de Samarie. Dans le Israël Hayom, Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du grand journal gratuit, exhorte ses lecteurs à aller voter. C'est un ordre de mobilisation d'urgence, écrit-il ce matin en page 2, tout en reconnaissant que ces élections à répétition portent atteinte à la démocratie israélienne et affectent la confiance du public. Amnon Lord, lui, explique en évidence le choix qui s'offre aujourd'hui aux électeurs israéliens.
soit la stabilité et la sécurité, sous-entendu avec Benyamin Netanyahou, soit un tremblement de terre politique et économique si Bleu Blanc devait l'emporter. Daniel Haïk depuis Jérusalem. Alors, toutes les têtes de liste ont voté depuis ce matin. Le leader de Kachol Lavan, Benny Gantz, a voté près de son domicile à Rosh Haïn. J'espère qu'aujourd'hui marque le début d'un processus de rétablissement à partir duquel nous pourrons commencer à vivre ensemble à nouveau, a déclaré Benny Gantz. Du côté de Benyamin Netanyahou, on a voté à Jérusalem à 10h heure locale. Allez voter, n'ayez pas peur du coronavirus, a lancé le chef du Likoud. Ne croyez pas aux fake news, tout ira bien pour Israël. Le contexte de l'épidémie du Covid-19 pèse évidemment sur ce scrutin. Un peu plus de 10 000 bureaux de vote seront donc ouverts au public, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un nombre auquel il faut ajouter 14 bureaux spéciaux destinés aux personnes mises en quarantaine à cause du coronavirus. Ils sont 5 630 dans ce cas. Et à 14h, 1630 personnes contaminées avaient déjà voté. Les chiffres viennent de tomber il y a quelques secondes. Comment voter sous la menace sanitaire du coronavirus? Correspondance à Jérusalem de Pascal Zonshine. C'est reparti pour un tour. Ce 2 mars, 6 453 255 électeurs israéliens sont appelés aux urnes pour élire leur 3e Knesset en l'espace de 11 mois. Un total de 24 listes va se disputer les suffrages des électeurs, même si en réalité l'échéance va se jouer entre les 8 partis déjà représentés au Parlement israélien. La plupart des bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 22h heure d'Israël, soit 21h heure française. Ce n'est qu'alors que les chaînes de télévision publieront leurs premières projections et sondages sortis des urnes. Lors des 2 précédents scrutins, ces premières estimations avaient d'ailleurs donné un reflet assez fidèle de la réalité. Évidemment, cette année, la curiosité sera l'entrée du facteur coronavirus dans l'équation politique. Israël est d'ailleurs le premier pays à tenir une échéance électorale depuis l'éruption du Covid-19, si l'on exclut bien sûr le scrutin qui s'est tenu le mois dernier en Iran, pays qui s'était bien gardé de révéler la présence du virus sur son territoire. Donc, ce sont un peu moins de 6 000 personnes actuellement en confinement à domicile qui pourront tout de même voter aujourd'hui dans 16 bureaux de vote spécialement mis à leur disposition en plusieurs points du pays. Ces bureaux de quarantaine ne seront accessibles qu'à ceux qui se sont fait connaître auprès du ministère de la Santé et surtout qui ne présentent aucun symptôme. Ils devront se rendre seuls au bureau de vote, le visage protégé par un masque qu'ils ne retireront que pour être identifiés par les assesseurs qui, eux, porteront combinaison et masque de protection et ils ne devront approcher personne à moins de 2 mètres. Ils devront également se passer les mains au gel désinfectant puis enfiler des gants. Ils écriront leurs coordonnées sur une enveloppe au moyen d'un stylo qui sera jeté aussitôt après. Leur bulletin sera placé dans une double enveloppe. Ce n'est qu'en sortant de l'isoloir qu'ils pourront retirer leur masque. Ce sont des personnels médicaux, étudiants en médecine ou paramédicaux qui seront affectés à ces bureaux spéciaux. Quant à la récupération et au dépouillement des bulletins, ils devront être effectués dans des conditions totalement stériles. Toutes ces mesures ont été prévues depuis plusieurs semaines par la commission électorale en coordination avec le ministère de la Santé, autant pour permettre aux Israéliens en isolement de pouvoir accomplir leurs droits civiques que pour persuader le reste de la population qu'elle peut se rendre aux urnes sans risque. En fin de semaine, les sondages indiquaient pourtant qu'environ 7% des électeurs pensaient ne pas aller voter par crainte de contamination au coronavirus. Il faut dire qu'outre la menace sanitaire, le taux de participation sera un facteur déterminant pour ce 3e scrutin législatif. Si les Israéliens ont été plus nombreux à se rendre aux urnes en septembre qu'au scrutin d'avril, il n'est pas certain qu'ils soient aussi motivés pour cette nouvelle échéance. Chaque parti va donc battre le rappel de son électorat jusqu'à la dernière minute. Le Likoud sait qu'il avait perdu des voix précieuses en septembre, quand dans plusieurs de ses bastions traditionnels, de nombreux électeurs avaient préféré rester à la maison. Même crainte du côté des centristes de bleu-blanc qui regardent avec inquiétude du côté des grandes villes comme Tel Aviv, dont 120 000 électeurs n'étaient pas allés voter en septembre, l'équivalent de 3 mandats perdus, de quoi décider de la victoire ou de la défaite des 2 principaux partis. Des élections perturbées par le coronavirus, comme vient de nous l'expliquer Pascal Zonshine, mais pour l'instant pas par des problèmes de sécurité. 2 incidents sont néanmoins notés. Un obus de mortier a été tiré depuis la bande de Gaza quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Et Gabriel Attal, un autre incident a eu lieu tout à l'heure, cette fois-ci dans le nord.
Oui, Steve, Tsahal a déjoué ce midi une tentative d'attaque de tireurs d'élite syriens dans le nord du Golan. L'armée israélienne a riposté en tirant sur un véhicule impliqué dans l'attaque. L'agence de presse officielle syrienne Sana a indiqué que la voiture transportait des civils et se trouvait dans la ville de Quneitra. Le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a réagi en affirmant « Même le jour des élections, nos ennemis essaient de nous faire du mal, de blesser les citoyens et de perturber notre vie quotidienne. Même ce jour-là, comme à toutes les époques de l'année, nous couperons les mains de l'ennemi et ne lui laisseront pas perturber notre routine. Nous continuerons à assurer la sécurité des citoyens de l'État d'Israël. » Merci Gabriel, on marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie du journal. Bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Conseil représentatif des institutions juives et vous avez annoncé ce midi que le dîner du CRIF prévu demain soir à Paris était reporté. Était-ce, Francis Khalifa, une décision inévitable en raison de la diffusion du coronavirus ? Oui, je crois que c'était inévitable. Je crois que le président de la République a des priorités en cette période et dans la situation sanitaire exceptionnelle que connaît notre pays, qui fait que sa venue aux visites, au dîner ce demain soir était très compliquée. Je pense que les priorités aujourd'hui sont autres et nous le comprenons. Nous comprenons qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons décidé de reporter une date ultérieure ce dîner. Ce dîner n'est pas annulé. Il est reporté. Il est reporté. Il se fera un peu plus tard en présence du président de la République. Est-ce qu'une nouvelle date de dîner a déjà été fixée ou une période en tout cas ? La date sera fonction de l'évolution, bien évidemment, de l'épidémie. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il est très compliqué de prévoir cette évolution. Donc, la date se fera bien évidemment en fonction de cette évolution. Et je crois qu'on peut peut-être envisager en tout cas, je peux dire que ça devrait se tenir dans le courant du premier semestre, en tout cas 2020. Très bien. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'Élysée a annoncé ce midi que le chef de l'État a bouleversé son agenda pour, je cite, se concentrer sur la gestion de la crise du coronavirus avec des rencontres et des visites prévues sur ce sujet. Pouviez-vous envisager de maintenir cette soirée malgré tout en l'absence d'Emmanuel Macron ou c'était selon vous impossible ? Vous savez, il y a deux questions se posent. La première question, c'est que d'abord, ce dîner traditionnellement maintenant est devenu le dîner où le président de la République vient à la rencontre de la communauté juive. Donc c'était très compliqué de maintenir ce dîner sans la présence du président de la République. Et puis l'intérêt de ce dîner, c'est d'avoir cet échange. Si cet échange n'a pas lieu, ça resterait un dîner comme tous les autres dîners, et c'est pas le dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, c'est cette particularité de voir le monde politique, le monde associatif, le monde syndical, les ambassadeurs, tous réunis dans la même salle. Je crois il faut comprendre aujourd'hui qu'à situation particulière, il puisse y avoir une mesure particulière comme peut-être cette mesure de report de ce dîner. Et puis, il faut l'affecter. Bien sûr, tout le monde aurait préféré, et le président de la République en premier lieu, aurait préféré que la situation n'impose pas le report de ce dîner. Écoutez, nous ferons bon cœur contre mauvaise fortune. Un mot bref, Francis Khalifa, sur les élections en Israël. Qu'attendez-vous de ce troisième scrutin en moins d'un an ? Vous savez, ce que j'attends, c'est que enfin le pays puisse sortir avec une majorité pour gouverner le pays. C'est la seule chose qu'on peut attendre, parce que je crois que trois élections consécutives sans réussir à former un gouvernement, c'est inédit en Israël, et c'est inédit dans de nombreux pays, je dirais, démocratiques. Donc ce que nous attendons, je crois, et ça sera je fais appel à la sagesse des Israéliens, c'est que de ce vote puisse sortir une majorité suffisante pour pouvoir avoir un gouvernement qui puisse gouverner le pays. Merci Francis Khalifa d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du CRIF. Je vous souhaite de passer un bon après-midi. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous.
On continue à parler du coronavirus avec vous, Gabriel Attal. La France compte désormais 130 cas confirmés de contamination, soit 30 de plus qu'hier. 12 sont guéris, 2 décédés, 116 sont hospitalisés pour des raisons d'isolement et 9 sont en situation clinique grave. Hier, 19 cas de patients infectés par le coronavirus ont été recensés en Bretagne, dont 13 dans le Morbihan. La préfecture du Morbihan a décidé de fermer certains établissements scolaires dans le secteur d'Auray, Carnac et Crache. La question était encore en suspens ce matin, mais les salariés s'estimant menacés par l'épidémie du coronavirus ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour la deuxième journée consécutive au musée du Louvre. Le musée restera donc fermé jusqu'à nouvel ordre. Le salon du livre, par ailleurs, le plus grand rendez-vous littéraire français qui devait avoir lieu du 20 au 23 mars, porte de Versailles, a également été annulé. En déplacement à Bordeaux, où ont été pris en charge certains des premiers cas du Covid-19, Gabriel, Édouard Philippe a tenu un point presse sur l'évolution de l'épidémie. Il faut que partout, absolument partout sur le territoire national, nous soyons en capacité de prendre en charge des patients infectés, a déclaré le Premier ministre français. Un point presse sur l'état de la situation sera effectué chaque jour. Dans le reste du monde et en Israël en particulier, 3 autres cas de coronavirus ont été confirmés hier soir par le ministère de la Santé. Le nombre total de personnes infectées en Israël s'élève actuellement à 10. Ce dernier Israélien infecté est un soldat. Il a contracté le virus en travaillant dans le même magasin qu'un autre patient atteint de coronavirus qui avait été infecté en Italie. Et face à la propagation de l'épidémie du coronavirus, la compagnie aérienne El Al a annulé aujourd'hui ses vols vers plusieurs villes importantes européennes, notamment Londres, Gabriel. Parmi celles-ci, Bruxelles, Francfort, Vienne et Budapest également, à part Londres. Des annulations décidées en coordination avec le ministère de la Santé. La compagnie aérienne israélienne a précisé que des vols alternatifs seraient mis en place pour les passagers dont les vols avaient été annulés. En Iran, 66 personnes infectées par le coronavirus sont décédées. Le pays compte désormais 1501 cas confirmés de contamination, Gabriel. Seyed Mohammad Mir Mohammadi, un haut fonctionnaire proche du chef suprême de l'Iran, Ali Khamenei, est décédé aujourd'hui des suites du coronavirus. Il était membre du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, une institution qui équivaut au Conseil d'État français. Sans transition aux États-Unis, le candidat Pete Buttigieg a abandonné hier la course démocrate à la Maison-Blanche. Cela renforce les chances de Joe Biden face au favori Bernie Sanders, plus à gauche. La nouvelle inattendue de son retrait intervient alors que demain, les 6 autres candidats s'affronteront lors du Super Tuesday, au cours duquel 14 États voteront. Notre objectif a toujours été d'aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump, a déclaré l'ex-maire de South Bend dans l'Indiana. Recep Tayyip Erdogan se rendra jeudi en Russie pour discuter avec Vladimir Poutine. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure dans le contexte d'escalade des tensions dans le nord-ouest de la Syrie. Le président turc espère parvenir à un cessez-le-feu à Idlib avec son homologue russe. Ankara y mène une offensive contre le régime de Damas. Hier, la Turquie a annoncé qu'elle avait lancé une offensive contre le régime de Bachar al-Assad dans la région d'Idlib, dans le nord-est du pays, abattant 2 avions et tuant 19 soldats syriens. Merci Gabriel Attal, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Radio J à 15h, peut-être avec le dernier taux de participation en Israël. Tout de suite, Alexis Lacroix reçoit l'universitaire israélienne Nadia Ellis. Bon après-midi, prenez soin de vous.